Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Express Orient, une émission consacrée cette semaine au siège du camp de Yarmouk, autrefois le plus important camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Nous recevons Abdallah Al-Ratib pour nous parler de son documentaire Little Palestine. Il a filmé la descente aux enfers vécue par les habitants de Yarmouk pendant le conflit. C'est l'un des épisodes les plus sombres de la guerre en Syrie, l'implacable siège du camp de Yarmouk par les forces gouvernementales, au point que certains experts l'ont surnommé le cimetière des Palestiniens de Syrie. Avant le début du conflit, ce triangle de 2 km² situé en banlieue de Damas servait de capitale non déclarée à la diaspora palestinienne en Syrie. Il accueillait environ 150 000 réfugiés, des réfugiés qui vont se retrouver pris en étau entre l'armée de Bachar al-Assad et des groupes rebelles. Rappel des faits. Fondé en 1957, le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, en banlieue de Damas, profite au fil des ans d'une certaine autonomie. Ce quartier commerçant et animé a d'ailleurs longtemps été une base arrière pour les différentes factions palestiniennes, comme par exemple le Hamas et son ancien chef Khaled Meshal. Tout bascule avec la révolution syrienne en 2011. Un temps épargné car resté neutre dans le conflit, Yarmouk finit par être pris pour cible par le régime. Pour punir une partie des habitants qui s'est soulevée contre lui, Bachar al-Assad fait bombarder le quartier le 16 décembre 2012, faisant des dizaines de victimes. Les rebelles de l'armée syrienne libre et les islamistes du front al-Nosra s'infiltrent alors dans le camp, désormais assiégé et bombardé en permanence par l'aviation syrienne. Yarmouk est un camp de réfugiés transformé en camp de la mort, transformé en l'un des plus ténébreux cercles de l'enfer. La très grande majorité de la population s'enfuit. Pour ceux qui restent, environ 18 000 personnes, Yarmouk est désormais une prison à ciel ouvert, encerclée par les forces du régime. Ils doivent survivre aux bombes et à la famine. Des dizaines d'entre eux meurent de faim. Mon père est mort, ma mère est blessée et coincée dans le camp. Je suis venue ici pour avoir à manger. Dites-leur de nous donner quelque chose. Et la situation s'aggrave encore un peu plus après la prise de Yarmouk par l'organisation État islamique le 1er avril 2015. Au combat s'ajoutent les exactions des djihadistes. Leur règne sur Yarmouk va durer 3 ans. L'armée syrienne finit par les déloger en mai 2018, après 1 mois de bombardements et de combats acharnés. Quelques semaines plus tard, le régime met en scène la possibilité d'une reconstruction et d'une réinstallation des habitants du camp. Mais les espoirs d'un retour à la normale sont très minces. Je ne retournerai pas chez moi. Il n'y a pas d'espoir. Absolument aucun espoir. Avec l'autorisation de Damas, quelques dizaines de familles se seraient réinstallées depuis 2018. Mais l'énorme majorité des habitants de Yarmouk a pris le chemin de l'exil, comme leurs ancêtres avant eux. C'est donc le siège effroyable de Yarmouk qui est raconté comme un journal intime par la caméra de notre invité dans son documentaire Little Palestine. Abdallah Al-Ratib, bonjour et merci d'être avec nous. Shukran. Alors on va commencer par regarder la bande-annonce de votre documentaire Little Palestine. يكون الحزن الفردي ترفا والحزن السري خيانة لا تغتفر. تماسك حينها لا تستسلم افتح عيناك واصرخ سأهزم هذا الحصار سأهزم هذا الحصار. ما بتحب الحياة؟ بحبها بس مو هون. Entre 2013 et 2015, on a vu peu d'images sur les écrans du monde de l'intérieur du camp de Yarmouk, un camp assiégé où peu à peu les habitants finissent par manquer de tout, de nourriture, d'électricité et de médicaments. Les images que vous avez filmées sont un témoignage rare. C'est la première fois qu'on voit la réalité du siège de Yarmouk. En fait, les images du camp de Yarmouk ne sont pas rares. Elles ont circulé sur le web et les réseaux sociaux. Le problème était que ces images étaient postées sans contexte.
Les auteurs ne donnaient pas d'informations sur les événements et les personnes. Ils ne répondaient pas aux questions sur le déroulement du siège. Ce que j'ai essayé de faire à travers le film Little Palestine, c'est de rendre compte de l'identité des victimes qui se trouvaient à l'intérieur du camp. Quand je dis victimes, c'est au sens positif du terme. Je veux parler des personnes qui ont été attaquées, mais qui ont résisté. Et puis le cinéma touche une plus grande audience. Les gens ont tendance à regarder les films plutôt que de suivre l'actualité sur les chaînes d'information, surtout en Europe. Qu'est-ce qui vous a amené à filmer le quotidien de ce siège ? Il y a deux raisons principales. D'abord, l'envie de documenter en tant que Palestiniens les événements du camp de Yarmouk. Nous, les Palestiniens, nous avons une longue histoire faite d'oppressions commises contre nous, dans des circonstances différentes. Les camps au Liban, en Jordanie, en Libye, en Irak et enfin en Syrie. Et bien évidemment aussi ce qui s'est passé en 1948. Il n'y avait pas toujours des caméras pour documenter tous ces massacres. Mais heureusement à Yarmouk, j'en avais une. J'avais donc cette possibilité. Je ressentais le devoir de filmer tout ce qui se passait là-bas. Je n'étais pas sûr à l'époque si ça allait aboutir à un documentaire. Je ne savais pas encore comment seraient utilisées toutes ces images. Mais l'objectif principal était de tout filmer pour ne rien oublier, pour que les gens sachent ce qui s'est passé à Yarmouk. C'était aussi important pour moi psychologiquement, car en plein siège, dans ces circonstances exceptionnelles, la caméra était mon outil de survie. On va regarder un extrait, une scène très touchante dans laquelle des enfants courent vers votre caméra et vous leur demandez de quoi ils rêvent. أنا بحلم إنه يرجع المخيم مثل ما كان. أنا بحلم يفتح الطريق. أنا بحلم أفتح الطريق معلش. أنت حلمت قبل شوي كنت عم تحلم إنك عم تاكل زبدة. أنا بحلم إنه يرجع أخوي يعيش. عن جد بحلم إنه أخوي يرجع يعيش. قعدنا مشتاق له. On le voit, ces enfants qui rient malgré la situation. Même si vous n'aviez pas l'habitude de la caméra avant de tourner ce documentaire, vous avez filmé les habitants d'Yarmouk avec une certaine dignité. On ne voit pas d'images gore ou de cadavres décharnés dans votre documentaire. Est-ce que vous aviez une volonté de ne pas tomber dans le misérabilisme et de mettre en avant la suprématie de la vie sur la mort ? En effet, j'étais très intéressé par l'idée de me concentrer sur les scènes de vie qui existaient dans le camp. Les images dans les zones de conflit sont souvent très stéréotypées. Elles montrent les gens qui meurent. Les victimes sont souvent filmées d'une manière très négative. Surtout quand, honnêtement, c'est un caméraman blanc venu d'Europe qui a tendance à filmer les gens d'une manière à attirer la pitié du public. Ce que j'ai essayé de faire à travers Little Palestine, c'est de casser cette image et mettre en avant le fait que ces gens-là sont des êtres humains. Ils ont une vie et essayent de résister pour survivre dans le camp de Yarmouk. Et la meilleure manière de montrer cette force, c'est à travers les enfants. Ils avaient une énergie incroyable pour résister au quotidien. Ils avaient la capacité à rire dans les pires moments, à exprimer leurs sentiments sur tout ce qui se passait dans le camp. Et ils avaient confiance en l'avenir, surtout le petit enfant de 9 ans dans le film, qui débattait de tous les événements du camp avec sensibilité. Qu'est-ce que vous espérez en montrant votre documentaire au monde ? Disons que j'ai deux envies. Je voudrais que les gens se sentent honteux, qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité morale envers ce qui se passe, surtout en Europe, et la classe sociale aisée, qui a une vie de luxe, qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité. Et c'est important pour moi aujourd'hui de mettre la lumière sur des zones complexes, avec des situations similaires, comme en Éthiopie et plein d'autres endroits. Il y a des sièges imposés et de la famine dans ce monde.
Il ne suffit pas de faire un don de 100 € aux réfugiés pour régler le problème. On a besoin d'une véritable action, notamment politique, à travers une vraie pression directe sur les politiques en Europe, qui est responsable, et les États-Unis, qui sont une extension de l'Europe. Et sur un plan personnel, je veux que les gens ressentent la honte, car ils ont une responsabilité indirecte dans ces massacres. Et il faut qu'ils exigent le changement. شوية نوم الساعة عم تمشي مثل كل يوم والسهر بيدور عشوية نوم الساعة عم تمشي والليل بعده ليل الساعة عم تمشي والليل بعده ليل. Comment le siège vous a-t-il changé, vous, au niveau personnel ? Cette question est complexe. C'est dur de vous expliquer comment le siège m'a changé. Je commence à découvrir le monde différemment. Je sens que j'ai de plus en plus la capacité à voir les choses positives autour de moi. Ou plutôt, de les voir de manière différente. La vraie valeur que j'ai apprise dans le siège a un rapport avec les individus, les relations, les amitiés, comment les gens peuvent préserver leur humanité dans des circonstances exceptionnelles. J'ai développé une immunité envers les problèmes modernes, comme la crise sanitaire, le confinement, contrairement aux Européens qui ont du mal. Contrairement à ce que j'ai vécu dans le siège, cette expérience sanitaire est très simple pour moi. Au moins, je peux ouvrir mon frigo et me nourrir. Merci Abdallah Al-Ratib pour ce témoignage poignant. Et c'est ainsi que s'achève Express Orient. Merci à tous d'avoir été avec nous. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com. Prenez soin de votre gazon en regardant la météo avec le désherbeur manuel Gardena, solution naturelle pour retirer les mauvaises herbes. Gardena, expert en outils de jardin.